Ok. Le 5 juillet 2026, au MetLife Stadium, un homme de 34 ans est assis par terre, en larmes, entouré de coéquipiers qui essaient de le relever. Il vient de marquer un penalty à la 10e minute du temps additionnel. Son 80e but avec le Brésil. Un record absolu qui dépasse Pelé. Mais ça ne change rien. La Norvège vient d'éliminer la Seleção en 8e de finale, 2-1, porté par un doublé d'Erling Haaland. Et pour Neymar, la messe est dite. Maintenant c'est fini, lâchera-t-il quelques minutes plus tard au micro de Globo Esport. Ce qui rend cette scène si particulière, ce n'est pas seulement l'élimination la plus précoce du Brésil en Coupe du Monde depuis 1990. C'est que, 5 matchs plus tôt, une bonne partie du pays ne voulait même pas le voir monter dans l'avion pour l'Amérique du Nord, et qu'au moment décisif de ce 8e de finale, ce ne sont pas ces jeunes détracteurs qui ont pris leurs responsabilités. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut remonter loin, avant les blessures, avant Paris, avant même Barcelone, au 7 février 2010, quand un gamin de 18 ans à peine s'apprête à tirer un penalty en plein derby face à Rogério Ceni, l'emblématique gardien de Sao Paulo FC, alors âgé de 37 ans et déjà crédité de plus de 1000 matchs professionnels. Neymar pose le ballon, s'élance à petits pas, puis s'arrête net avant de frapper. Une feinte qu'il popularise ce jour-là et que tout le monde appelle désormais la paradinha. Ceni est déjà parti d'un côté, le ballon rentre de l'autre. La presse locale s'agite pendant des semaines. Et 3 mois plus tard, la FIFA modifie carrément son propre règlement pour interdire ce genre de temporisation. C'est à peu près à cette vitesse-là que Neymar grimpe les échelons. La même année, il devient champion de l'État de Sao Paulo et meilleur joueur du championnat. L'année suivante, il remporte la Copa Libertadores avec Santos, puis 2 ans après ça, il porte le Brésil vers un titre à la Coupe des Confédérations 2013, disputée à domicile face à l'Espagne, alors championne du monde en titre, élu meilleur joueur du tournoi, et quand le Barça vient enfin le chercher cet été-là, la presse catalane le présente déjà comme la pièce qui manquait à un club qui vient tout juste de rafler tous les titres possibles avec Messi. Sauf qu'à Barcelone, Neymar n'est pas la star, il est le 3e homme d'un trident, la fameuse MSN aux côtés de Messi et Suarez, et ce rôle-là lui va comme un gant les 2 premières années. Championnat d'Espagne, Ligue des Champions 2015, 3e place au Ballon d'Or coincé entre Messi et Ronaldo, la même histoire se répète en 2017. Entre-temps, le Brésil organise sa propre Coupe du Monde à domicile en 2014, et Neymar en est le visage. 4 buts en 4 matchs, tout un pays qui rêve d'effacer 1950 sur ses propres terres, jusqu'à ce quart de finale contre la Colombie, où le défenseur Juan Zuniga lui plante un genou dans le dos. Diagnostic, fracture d'une vertèbre. Neymar est évacué en larmes, hospitalisé, rapatrié en hélicoptère devant les caméras du monde entier, et le médecin de la Seleção annonce qu'il ne rejouera plus du tournoi. 4 jours plus tard, sans lui, le Brésil encaisse 5 buts en 18 minutes contre l'Allemagne et s'incline 7-1 en demi-finale, la pire humiliation de son histoire, à domicile, devant son propre public. On aurait pu en tirer une évidence toute simple. Privé de son seul vrai génie offensif, le Brésil s'effondre. Le pays, lui, en tire plutôt l'inverse. Et cette lecture va coller à la peau de Neymar pendant plus d'une décennie. Il faudra attendre 2016 et les Jeux Olympiques organisés eux aussi à domicile pour voir Neymar effacer un peu ce traumatisme. Capitaine d'une sélection olympique privée de la plupart des cadres seniors, il porte le Brésil jusqu'à sa toute première médaille d'or dans l'histoire du tournoi, en finale, au tir au but, contre l'Allemagne, le même adversaire que celui du fameux 7-1, et c'est lui, logiquement, qui transforme le tir au but victorieux. Une revanche presque trop parfaite pour être vraie, sauf qu'elle ne compte que pour une compétition olympique, pas pour la Coupe du Monde que le pays attend depuis 2002, et le répit sera de courte durée. En 2017, alors qu'il vient de planter un doublé et de provoquer le pénalty décisif lors de la remontada du Barça contre le PSG, 6-1, après un revers 4-0 à l'aller, Neymar quitte la Catalogne pour rejoindre le PSG, justement, contre 222 millions d'euros, un record qui tient toujours. Officiellement, il veut sortir de l'ombre de Messi pour espérer un jour décrocher le Ballon d'Or. Des années plus tard, son père racontera une version différente. Son fils ne voulait pas devenir la vedette absolue d'un vestiaire, il préférait rester un membre de l'équipe, et c'est justement ce refus de porter le club à bout de bras qui l'a poussé vers Paris. Peu importe la version. À Barcelone, Piqué se moque publiquement du transfert sur Twitter, Messi lui dit au revoir en vidéo, et au Brésil, une partie de l'opinion retient surtout qu'il a abandonné ses amis en pleine remontada historique pour aller chercher un chèque plus gros. À Paris, tout commence bien. Une passe décisive puis un but dès son premier match. Mais le feuilleton s'installe vite. Dès la première saison, un désaccord public avec Edinson Cavani sur l'ordre des tireurs de pénalty s'étale dans la presse. L'entraîneur Unai Emery doit trancher lui-même en conférence de presse pour calmer le jeu. 5 ans plus tard, rebelote, cette fois avec Kylian Mbappé,
Lors d'un match contre Montpellier, Neymar tire un penalty après un échec du Français, Mbappé fulmine sur le banc, et Messi doit s'interposer en interne entre ses deux coéquipiers pour éviter que ça dégénère. Entre les deux, il y a eu une fracture du métatarse en janvier 2018, une blessure au pied si sérieuse qu'elle occupe autant de place dans les journaux brésiliens que la tactique de la Seleção à l'approche du mondial russe, une finale de Ligue des Champions perdue en 2020 face au Bayern Munich, seule finale européenne de l'histoire du PSG, et une finale de Copa América perdue à domicile en 2021 face à l'Argentine de Messi, comme si le trophée manquant de l'un devait systématiquement se transformer en trophée manquant de l'autre. Neymar arrive en Russie, diminué par sa blessure au pied, encaisse dès le premier match 11 fautes contre la Suisse, du jamais vu depuis Alan Shearer en 1998, termine le tournoi avec 23 fautes subies en seulement 4 matchs, un record absolu de cette Coupe du Monde, et environ 14 minutes cumulées, passées au sol à se faire soigner. Sauf que l'opinion publique ne retient pas la statistique du joueur le plus ciblé du mondial, elle retient les roulades qui l'accompagnent. Notamment face au Mexique, des supporters du monde entier se filment en train de l'imiter en pleine rue, entre rires et moqueries, et le sélectionneur mexicain lui-même ira jusqu'à l'accuser publiquement d'avoir fait perdre un temps de jeu précieux à coups de fausses blessures. Cette image de comédien colle à lui bien plus durablement que son but contre le Costa Rica, marqué en larmes après des semaines à courir après sa forme, ou que sa passe décisive contre ce même Mexique en 8e, et elle survit encore à l'élimination frustrante du Brésil en quart face à la Belgique, 2-1. L'année suivante, en 2019, alors qu'il vient à peine de purger une suspension pour avoir insulté des arbitres sur les réseaux sociaux et une autre pour un geste envers un spectateur après une finale de Coupe de France perdue, Neymar se blesse à la cheville droite lors d'un match amical contre le Qatar, quelques jours avant le début de la Copa América organisée au Brésil. Le sélectionneur Tite venait déjà, quelques semaines plus tôt, de lui retirer le brassard de capitaine à cause de ce fameux geste envers le spectateur, le confiant à son ex-coéquipier barcelonais Daniel Alves, et le Brésil, débarrassé cette fois de son numéro 10 blessé et de toute la pression médiatique qui l'entoure, remporte le titre à domicile sans perdre le moindre match. La presse locale ne s'en cache même pas. Sportivement, personne n'ose vraiment le dire tout haut, mais tout le monde le pense. La vie est plus simple pour la Seleção quand Neymar n'est pas là pour aimanter chaque projecteur. Tite le rappelle malgré tout au Qatar en 2022, où il se blesse de nouveau à la cheville droite dès le premier match contre la Serbie, manque les 2 rencontres suivantes, pleure toute la nuit selon ses propres mots, puis revient marquer sur pénalty contre la Corée du Sud pour envoyer le Brésil en quart, un match durant lequel lui et ses coéquipiers déploient une banderole en hommage à Pelé, alors hospitalisé pour un cancer. Face à la Croatie, ensuite, il inscrit son 77e but en sélection en prolongation, égalant enfin le record historique du roi lui-même, avant que les Croates n'arrachent l'égalisation 3 minutes avant la fin et n'emmènent tout le monde au tir au but. Neymar est désigné 5e tireur, le plus décisif de la série selon les statistiques. Celui qui porte logiquement la responsabilité ultime si tout se déroule normalement. Sauf que Rodrigo puis Marquinhos ratent leur tentative avant même qu'il n'ait le temps de s'avancer, et le Brésil est éliminé sans que son meilleur buteur n'ait eu l'occasion de tirer le moindre tir au but. Vous voyez déjà où ça va nous mener. Ce qui se passe ensuite à Paris finit d'achever la relation entre Neymar et son propre pays. Lui-même reconnaîtra plus tard, une fois arrivé en Arabie Saoudite, que Messi et lui ont vécu un enfer au PSG, tant l'ambiance s'était dégradée entre supporters excédés par les blessures à répétition et médias en quête du moindre clash de vestiaire. En août 2023, il quitte la France sans hommage ni aide d'honneur, s'engage avec Al Hilal pour un contrat qui en fait, sur le cumul de sa carrière, le joueur le plus cher de l'histoire du football devant Romelu Lukaku, avec près de 400 millions d'euros de frais de transfert accumulés depuis ses débuts à Santos, et 2 mois plus tard, tout s'effondre d'un coup, lors d'un match de qualification perdu en Uruguay, Neymar se tord le genou gauche sur un accrochage anodin avec Nicolas de la Cruz. Diagnostic: rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque. Il ne reverra plus le maillot du Brésil pendant plus de 2 ans. Son passage en Arabie Saoudite tourne au calvaire médical, avec des complications qui le tiennent éloigné des terrains pendant 12 mois d'affilée, et à l'été 2025, Al Hilal et lui se séparent d'un commun accord, son aventure saoudienne bouclée en 18 mois, sans avoir jamais vraiment existé sportivement. Alors, en janvier 2025, Neymar rentre chez lui, à Santos, le club qu'il a formé, sous la bannière un peu trop parfaite de « là où tout a commencé, là où rien ne finira jamais ». Le Chicago Fire, en Major League Soccer, avait bien tenté sa chance entre-temps, mais son père, qui gère toujours ses négociations, refuse de brader le package financier qui accompagne son fils depuis toujours, et Santos l'emporte. Sauf que rien n'est simple non plus dans ce retour.
À peine relancé, il doit déjà observer un nouveau mois d'absence après une rechute au genou qui l'écarte notamment d'un match contre Vasco da Gama. Il s'emporte un jour contre un arbitre qui vient de le remplacer par erreur. Il se retrouve mêlé à une bagarre à l'entraînement avec un coéquipier. Il fond en larmes, sa fille dans les bras, quand l'hymne brésilien résonne avant un match contre Coritiba. Et il termine l'année 2025 sur une opération du genou gauche qui l'écarte des terrains jusqu'à la mi-février suivante. Le FC Barcelone, dit-on, observe la situation de loin, mais un supporter du club résume bien l'état d'esprit local. Ici, il est idolâtré. En Europe, il ne serait plus qu'un joueur parmi d'autres. En juin 2025, Santos nomme même un nouveau directeur exécutif, Alexandre Matos, avec pour mission à peine cachée de sécuriser le dossier une bonne fois pour toutes. Et celui-ci confirmera peu après avoir reçu de nombreuses sollicitations de clubs étrangers, sans jamais donner suite. Pendant ce temps, Carlo Ancelotti, devenu entre-temps le premier entraîneur étranger de l'histoire à diriger la Seleção lors d'une grande compétition, arrivé avec le mandat clair de ramener le Brésil au sommet après l'élimination au tir au but face à la Croatie, refuse de se prononcer sur son cas et répète en boucle que Neymar ne sera convoqué que s'il est à 100% de ses moyens physiques. Un sondage tombe même en juin 2025. À peine 48% des Brésiliens souhaitent le voir sélectionné pour le mondial américain. Même le président Lula finit par s'en mêler publiquement, racontant avoir demandé lui-même à Ancelotti ce qu'il pensait du dossier et avoir reçu cette réponse prudente: s'il est prêt physiquement, il a le niveau pour y être. Neymar, de son côté, ne discute pas, il joue. 10 matchs sur les 13 derniers de Santos avant l'annonce de la liste, 6 buts, 4 passes décisives depuis le début de l'année civile, et le 18 mai 2026, quand Ancelotti dévoile enfin son groupe de 26 pour le mondial, son nom tombe et déclenche une explosion de joie dans la salle, au point de retarder l'annonce des 3 derniers noms. Le sélectionneur italien, prudent jusqu'au bout, prévient tout de même: ce n'est pas la liste parfaite, mais aucune équipe ne l'est jamais. Ce qui ne l'empêche pas de composer avec un Brésil privé d'Estevao et de Rodrigo, tous deux blessés, orphelins d'un vrai génie créatif, pour alimenter Vinicius et Rafinha, ce qui rend soudain la présence de ce vieux numéro 10, controversé, beaucoup plus logique qu'elle ne l'était sur le papier quelques mois plus tôt. Sur le terrain, pourtant, Ancelotti ne prend aucun risque. Le Brésil ouvre son mondial par un match nul frustrant contre le Maroc, 1-1, enchaîne 2 victoires larges contre Haïti et l'Écosse, 3-0 à chaque fois, avec un trio Vinicius, Rafinha, Matheus Cunha en pleine forme, élimine le Japon en 8e de tableau, 2-1, et pendant tout ce temps, Neymar reste sur le banc, spectateur de sa propre sélection, n'entrant en jeu qu'en seconde période, lors de 2 des 5 matchs disputés par la Canarinha. Puis vient donc la Norvège, en 8e de finale, à East Rutherford, exactement là où Neymar avait fait ses débuts 16 ans plus tôt, lors d'un amical contre les États-Unis, marquant au passage son tout premier but international. Le scénario est cruel de symétrie. Bruno Guimaraes voit sa frappe repoussée dès la 13e minute, sur un pénalty que Vinicius, meilleur buteur brésilien du tournoi avec 4 réalisations, avait pourtant refusé de tirer lui-même. Haaland, souverain, plante un doublé en fin de match, 79e, 90e, pour offrir à la Norvège une qualification historique. Et c'est dans le money time du temps additionnel, alors que la victoire a déjà changé de camp, qu'un pénalty est sifflé après une faute sur Casemiro, que Neymar s'avance sans hésiter, chambre au passage le gardien norvégien Orjan Nyland, qui tente de le déconcentrer, et glisse son ballon à contre-pied pour ce fameux 80e but qui ne sauve rien du tout, sinon l'honneur. Avant d'écoper d'un carton jaune quelques instants plus tard, pour une semelle rageuse sur Odegaard, la frustration d'une carrière entière qui déborde en quelques secondes. Ce qui reste, une fois la poussière retombée, ce n'est pas vraiment cette dernière image de larmes sur la pelouse du MetLife Stadium, aussi forte soit-elle. C'est ce détail glissé entre les lignes des comptes rendus du match. Au moment précis où l'équipe avait besoin d'un joueur pour prendre ses responsabilités, celui que tout un pays a préféré à Neymar pendant des années s'est écarté du ballon. Et celui qu'on a longtemps traité comme le problème, celui qu'on accusait de monopoliser les projecteurs, de plomber le vestiaire, d'être trop cher, trop blessé, trop tout, celui qui n'aura foulé la pelouse que 2 fois sur les 5 matchs de ce mondial, a marché jusqu'au point de pénalty sans que personne n'ait besoin de le lui demander. Le Brésil quitte cette Coupe du Monde avec le même trophée manquant que d'habitude, Neymar quitte la Seleção avec ce même trophée manquant que d'habitude, rejoignant Thiago Silva comme les 2 seuls joueurs brésiliens à avoir disputé 4 mondiaux sans jamais en soulever un seul. Mais pour une fois, dans les dernières secondes de sa carrière internationale, ce n'est pas Neymar qui a fui la responsabilité. Pendant 15 ans, on lui a reproché d'en faire trop, de trop parler, de trop peser sur ses coéquipiers, d'être trop présent quand tout allait mal et pas assez quand ça comptait vraiment.
Et à la toute dernière minute, sur le seul geste que plus personne n'attendait vraiment de lui, il a simplement fait ce qu'on ne l'avait jamais vraiment laissé faire tranquillement pendant une décennie et demie. Prendre le ballon, assumer et marquer.